Manifestations diverses et mouvementées aujourd'hui dans Paris. Les étudiants contre le projet de réforme Savary, les petits patrons contre le contrôle des prix. L'attitude de l'opposition face au climat politique, invité de ce journal Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, député maire de Bordeaux. Assemblée nationale, à l'ordre du jour, le projet de loi sur l'indemnisation des victimes qui vient d'être voté. Madame, Monsieur, bonsoir. Rencontre au sommet aujourd'hui à Pékin. Le président Mitterrand, qui poursuit en Chine sa visite officielle, s'est entretenu pour la première fois avec le vrai maître de la Chine, Deng Xiaoping. Il culturait ainsi une série d'entretiens politiques toujours dominés par le différend à propos du Cambodge. Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue ensuite, Monsieur Mitterrand a confirmé la mise au point d'un accord de principe sur la fourniture par la France à la Chine de 4 réacteurs nucléaires. Sur place à Pékin, Paul Naon. Moment très attendu de ce voyage, la rencontre ce matin entre Deng Xiaoping et François Mitterrand. Deng Xiaoping est le maître incontesté de la Chine. À 79 ans, destin extraordinaire de ce personnage qui par 2 fois parvient au sommet de la hiérarchie et par 2 fois perd le pouvoir. Il était à l'époque accusé de révisionnisme, c'est-à-dire accusé de vouloir faire dévier le cours normal du socialisme en Chine. Aujourd'hui, Deng Xiaoping veut à tout prix moderniser son pays et répondre ainsi à l'aspiration de centaines de millions de Chinois. La France peut d'une certaine façon satisfaire ce désir en livrant à la Chine de la technologie avancée comme des centrales nucléaires. François Mitterrand l'a précisé au cours de sa conférence de presse. Pour ce qui concerne le nucléaire, sans vouloir annoncer des mesures prématurées, il semble bien que la Chine désire vivement faire appel à la technique française. Je vous signale même, j'ai une note là sous les yeux, que dès ce soir, parmi les accords qui seront signés en ma présence, il y aura un mémorandum sur les îlots nucléaires, réponse à M. Naon, complémentaire, et un accord sur la livraison, alors réponse à vous, monsieur, de Chine Nouvelle, du matériel de télévision ainsi que les émissions en français. 2 thèmes ont dominé cette conférence de presse. Le premier, dont vient parler François Mitterrand, concerne les problèmes économiques. Alors là, sur ce point très précis, il y a accord de principe entre la France et la Chine pour la construction de 2 centrales nucléaires, l'une à l'est du pays, l'autre à l'ouest. Quant à l'autre accord, à savoir la livraison de Mirage 2000 à l'armée chinoise, aucun accord. Le gouvernement chinois fait savoir publiquement que ces Mirages étaient trop chers. Quant au deuxième thème de cette conférence de presse, ça a été le Cambodge. La France a réaffirmé sa position, à savoir l'évacuation totale du Cambodge par les troupes vietnamiennes. Sur ce point précis, il n'y a pas de divergence avec la Chine. Le seul point de divergence concerne le moyen d'y parvenir. Demain, le chef de l'État quittera Pékin pour visiter l'ancienne capitale impériale de Xi'an et aussi Nankin. Le fait du jour, en France, ce sont bien sûr les manifestations qui ont animé les rues et les ponts de Paris aujourd'hui. Les forces de l'ordre ont eu fort à faire, et d'abord avec les milliers de commerçants, artisans et petits chefs d'entreprise qui avaient répondu à l'appel de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Les 15 à 20 000 manifestants ont exprimé leur grogne vis-à-vis de certaines mesures du contrôle des prix et plus généralement vis-à-vis de la politique économique du gouvernement. Ils l'ont manifesté avec fougue et les forces de police ont dû à plusieurs reprises faire usage de gaz lacrymogène. Alain Doubeski. Les organisateurs avaient pourtant prévu une manifestation dans la bonne humeur. Les bouchers, comme promis, avaient amené un bouc symbolisant le bouc émissaire que, disent-ils, ils se refusent à être. Partis vers 16 h de la place des Invalides, les manifestants devaient se diriger vers la Tour Eiffel en évitant le quai Branly où se trouve la direction de la concurrence et des prix annexe du ministère des Finances. Dès le début, la manifestation prête un tour politique. Les commerçants et artisans sont là, disent-ils, pour donner un avertissement au pouvoir public. Le catalogue de leurs revendications est long. Il concerne essentiellement le contrôle des prix et la taxation dans certains cas. Pour éviter le quai Branly qui mène à la Tour Eiffel, un barrage de CRS a été prévu. C'est là qu'une centaine de manifestants, parmi les plus nerveux, commencent à s'en prendre aux forces de l'ordre. Devant la poussée de quelques centaines de manifestants, les CRS doivent se dégager à l'aide de jets de gaz lacrymogène. L'affrontement a lieu juste devant le pont d'Alma, côté rive gauche.
Des manifestants s'en prennent ensuite à des cars de CRS. Avec du matériel de chantier, des barrages sont improvisés entre l'avenue Bosquet et l'avenue Rapp. Les forces de l'ordre réussissent ensuite à éparpiller, à isoler les manifestants par une série de barrages. Selon la Croix-Rouge, il y aurait eu quelques blessés. Finalement, les protestataires se sont regroupés au pied de la Tour Eiffel, où leurs dirigeants les ont appelés à se disperser. Le gouvernement ne saurait tolérer ni entraves ni menaces, commente ce soir le ministère de l'économie, qui affirme par ailleurs qu'il n'y a pas, je cite le communiqué, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle responsable de l'inflation. Le ministère affirme aussi son intention de poursuivre ses consultations avec toutes les organisations représentatives de la vie économique et sociale. Réaction du CNPF, la grogne et l'anxiété des petites entreprises qui se sont manifestées cet après-midi doivent être comprises par l'opinion. Du côté des étudiants, 2 manifestations étaient organisées aujourd'hui, l'une par les comités de grève de Jussieu, l'autre par la coordination nationale contre le projet Savary. 1 millier d'étudiants d'un côté, 7 à 8 000 de l'autre. La manifestation, pourtant nationale, n'a pas eu beaucoup plus d'ampleur que celle de vendredi dernier. Ce n'est qu'en fin de parcours, aux abords du pont d'Austerlitz, que les plus excités des étudiants ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre. Lorraine Cusin et Estelle Goussy. 14h30 aux Invalides, 7 à 8 000 étudiants, droit, sciences économiques, gestion, architecture. Des slogans vifs et rageurs. Ces étudiants regroupés dans la coordination nationale ne sont pas rassurés par les déclarations d'Alain Savary hier. Ils réclament le report à la session d'automne de l'examen du projet par le Parlement. Défilé sans incident jusqu'à l'ordre de dispersion à 17h45 au pont d'Austerlitz. C'est alors que plusieurs centaines de manifestants cherchent l'affrontement. Jets de projectiles divers, on a même vu quelques cocktails Molotov. Riposte, grenades lacrymogènes et charges de CRS. Les affrontements les plus durs se produisent vers 18h30, boulevard de l'Hôpital. Les manifestants dressent des barricades et y mettent le feu. De nombreuses interpellations. À 19h30, on signalait encore quelques incidents. Pas d'incident, en revanche, au cours de la manifestation des étudiants d'extrême gauche de Jussieu. Dans notre dernier journal, tout à l'heure, à 23h10, 2 députés, le socialiste Jean-Claude Cassin et le RPR Bruno Bourbrock, débattront de l'agitation universitaire et de ses répercussions politiques. Il faut faire preuve de fermeté dans le maintien de l'ordre public tout en respectant les libertés essentielles. Tel est le message adressé ce matin par le Premier ministre Pierre Mauroy aux 22 préfets de région réunis à Matignon. Cet après-midi, c'était au tour des 95 commissaires de la République d'entendre M. Mauroy qui leur a demandé de mobiliser leurs efforts pour la réussite du plan de rigueur. Pierre Alain. C'est la première fois que Pierre Mauroy reçoit l'ensemble des préfets de région, 22 commissaires de la République à Matignon, pour permettre à Pierre Mauroy de prendre le pouls, en quelque sorte, de la situation économique, sociale et politique dans le pays. Évoquant les manifestations de rue, le Premier ministre a indiqué qu'il faut faire preuve de fermeté, tout en préservant la liberté d'expression de chacun. Mais celle-ci, a-t-il dit, ne peut s'exercer que dans le cadre légal. Personne ne peut s'arroger le droit de dégrader le domaine public, de saccager les biens privés ou de s'en prendre à l'intégrité des personnes, a dit Pierre Mauroy, qui a demandé au préfet d'assurer en toutes circonstances le maintien de l'ordre public. La réunion s'est élargie cet après-midi au préfet de département, chez Gaston Defferre, au ministère de l'Intérieur. Outre les problèmes du maintien de l'ordre, Pierre Mauroy a confirmé sa volonté absolue, je cite, de parvenir à un taux d'inflation de 8% à la fin de l'année. Il a donc demandé au préfet de se mobiliser sur le contrôle des prix, de surveiller tout dérapage et de prendre d'éventuelles sanctions en cas d'abus. Il leur a aussi demandé de tout mettre en œuvre pour que le plan de rigueur réussisse. Cet objectif, le Premier ministre l'a également rappelé dans une interview à nos confrères de l'AFP. Pierre Mauroy est confiant dans la réussite du plan de rigueur
et il n'acceptera pas de dérive sur les objectifs qu'il s'est fixés, notamment en matière d'inflation, de chômage ou encore de commerce extérieur. Pour cela, il est prêt à serrer les boulons, dit-il. Mauroy III est toujours là et il ne faut pas interpréter son silence depuis quelques semaines comme une sorte d'éclipse. Au contraire, Pierre Mauroy est déterminé et il pense même que malgré quelques grimaces, la base populaire de la gauche est toujours là et qu'elle soutiendra le gouvernement. Les différents mouvements de contestation, les efforts du gouvernement pour mobiliser les artisans et les partisans de sa politique contraignent bien sûr l'opposition à réagir. Pourtant, d'une personnalité à l'autre, les réactions vont du silence aux éclats de voix. Tout à l'heure encore, invité d'une radio libre de Versailles, le président du groupe RPR à l'Assemblée, Claude Labbé, fustigeait le gouvernement et sommait le chef de l'État de partir. Le président du RPR, pourtant, dans son entretien publié hier dans Le Monde, se montrait beaucoup plus mesuré. Vous-même, Monsieur Chaban-Delmas, comment réagissez-vous au climat politique? Il y a une semaine, à nos confrères du quotidien de Paris, vous disiez assez brutalement « François Mitterrand doit se soumettre à une réorientation foncière de sa politique ou se démettre ». Le climat dans le pays, selon vous, exige vraiment un tel langage? Oui, enfin, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, ni écrit. Ah bon, c'est pourtant la citation que j'ai relue tout à l'heure dans... Une citation qui n'était pas tout à fait exacte. J'ai dit que le président de la République aurait, comme tout un chacun, à se soumettre à des contraintes, notamment des contraintes extérieures. Le président de la République est la clé de voûte du système et selon qu'il décide ou ne décide pas, il y a sur le cours des événements une influence directe. Mais il n'est pas maître de tous les événements, il n'est pas maître de toutes les situations. Et il peut se faire, il soit amené précisément à rencontrer des contraintes telles qu'il faille s'y soumettre. Vous savez, rappelez-vous 1968, et je ne fais pas d'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui, mais le général de Gaulle, par exemple, voulait faire un référendum. Il y tenait à son référendum. Et puis, il s'est avéré que le référendum ne suffirait pas, et qu'il fallait dissoudre l'Assemblée et faire de nouvelles élections. Eh bien, le général de Gaulle lui-même s'est soumis à cette contrainte. Mais selon vous, le langage qu'emploient vos amis de l'opposition, et qui est un langage, encore une fois, qui est étonnamment divers, selon qu'il s'agisse de M. Chirac et de M. Labbé. Selon vous, est-ce que ce langage correspond à une tactique vis-à-vis de la situation actuelle? Je ne crois pas qu'il y ait une tactique, je suis pas en mesure de parler pour eux, n'est-ce pas? Je constate en effet que le langage est divers, et je viens de vous dire quel était mon langage. Qui paraît plus doux, c'est un fait, par rapport aux propos que vous teniez il y a une semaine. Mais ça ne paraît pas plus doux, ce sont les termes exacts de mes déclarations. Et vous savez, il y a toujours intérêt à ne pas se contenter de lire les titres. Ce n'est pas à vous qui êtes une journaliste de grand talent non, j'ai même lu l'article. que je vais apprendre cela. Mais je crois qu'il faut lire l'article complètement. Et je ne retire rien du tout de ce que j'ai dit. Simplement, je me suis exprimé dans l'esprit le plus républicain, le plus respectueux des institutions, et si tel ou tel emploie des langages ou dans un sens ou dans l'autre, ça les concerne. Moi j'ai le mien et je m'y tiens. Et le vôtre n'attise pas donc un climat qui pourrait faire empirer encore la situation? Certainement pas. Vous savez, nous avons eu là des images violentes, et je crois d'une manière générale que toute violence est à éviter. Toute violence non seulement physique, mais également verbale. Et en particulier, tout ce qui est dénoncer les uns, dénoncer les autres, les accuser de ceci, les accuser de cela, prôner l'affrontement de classe, tout ça, à mon avis, est détestable. Détestable et doit être évité. Et puis, si je parle un peu gouvernement, j'ai quelque expérience, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens qui descendent dans la rue ne le font pas pour leur plaisir, ne le font pas pour s'amuser. C'est parce qu'ils ont été poussés à bout. Et pour éviter qu'ils ne soient poussés à bout, il faut, je crois, j'en suis même sûr, que le gouvernement prenne la précaution nécessaire de concertation. Et la concertation, elle doit être préalable aux décisions. Elle ne doit pas suivre les décisions, parce que si elle suit les décisions, c'est plus de la concertation, c'est une notification. Et les étudiants en médecine que j'ai vus, les internes, les chefs de clinique, et en ce moment les présidents d'université, se plaignent, disent qu'il n'y a pas eu de concertation préalable, ou que s'il y a eu concertation, elle a été apparente. Alors, je crois que c'est là quelque chose que le gouvernement devrait bien retenir
et dorénavant faire de la concertation préalable. Alors, on ne descendra plus dans la rue. Car entre gens sérieux et qui défendent des causes valables, c'est le cas, eh bien, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Encore un mot, Monsieur le Président. Vous vous intéressez à l'Europe. Vous présidez justement aujourd'hui la journée de l'Europe. Les élections européennes auront lieu l'an prochain. Quelle serait, selon vous, la meilleure tactique électorale pour l'opposition? Je crois qu'on n'en est pas encore à choisir une tactique. Je crois d'abord qu'il faut se dire ceci, et ça, il faudrait que nos compatriotes le comprennent bien. C'est que l'Europe est indispensable. Voilà 35 ans qu'un certain nombre d'hommes et de femmes le répètent à l'envi. Si les nations européennes ne se groupent pas réellement, ne construisent pas réellement l'Europe, alors ces nations sont trop petites et isolées. Elles seront promises soit à la colonisation, soit à l'asservissement, enfin à une forme ou à une autre de domination. Ce qui a été fait donc est bien, mais il faut faire davantage. Et l'Europe est absolument indispensable. Et je pense que l'année qui nous sépare de l'élection européenne doit être utilisée pour faire comprendre à nos compatriotes, et notamment aux jeunes, à ceux qui ont beaucoup d'espérance de vie, que c'est leur avenir qui est tenu, complètement tenu, par la cause européenne. Et que c'est une grande cause. Il y a de grandes causes. La liberté dans le monde, le milliard d'hommes et de femmes et d'enfants qui meurent de faim. Ce sont de grandes causes. La paix aussi est une grande cause. Pas à tout prix. Mais l'Europe aussi est une grande cause. Et elle commande l'avenir des générations montantes. Voilà ce qu'il faut que l'on fasse comprendre. Et puis, qu'on s'accorde sur des actions, sur des politiques. Et à partir de ce moment-là, ces élections européennes seront utiles. Et la meilleure tête de liste de l'opposition pour ces élections européennes, vous-même ou Madame Simone Veil? Si vous me demandez si c'est Madame Simone Veil ou moi, je vous répondrai que c'est Madame Simone Veil. Merci Monsieur Chaban-Delmas. Madame Simone Veil reste en tout cas dans l'opposition la favorite des Français, selon le sondage mensuel du Figaro Magazine. La cote de confiance du chef de l'État, selon ce même sondage, baisse de 5 points, passant en un mois de 54 à 49%, 6 points de moins pour M. Monroy. Il faut se méfier de l'actualité. C'est en ces termes que notre confrère L'Expansion commente un passionnant sondage qui mesure, au-delà des clivages politiques traditionnels, au-delà de la crise, qui mesure le degré de cohésion de la société française. Les résultats sont révélateurs, sinon surprenants. Albert Duroy. Tout ne va pas évidemment dans le sens de la cohésion nationale. Pour ne citer qu'un seul exemple, mais il est particulièrement désagréable pour la gauche, 45% des Français considèrent que François Mitterrand est le président de tous les Français, mais 47% estiment qu'il n'est le président que de ceux qui ont voté pour lui. Même si l'actuel chef de l'État obtient un résultat meilleur que celui de Valéry Giscard d'Estaing sur la même question, il faut bien constater qu'en tant que facteur d'unité, il est contesté. Mais globalement, la cohésion l'emporte. La conscience d'appartenir à une classe sociale, par exemple, reste majoritaire, mais elle s'amenuise. Donc, logiquement, l'impact des campagnes qui reposent sur la notion de lutte des classes devrait diminuer. Mieux, 61% des Français pensent que, dans l'avenir, ouvriers et employés s'intégreront dans une sorte de grande classe moyenne. C'est un facteur évident de cohésion. De plus, par-delà les clivages politiques, la grande majorité des Français se retrouvent pour défendre les droits acquis et les libertés, sécurité sociale, liberté d'entreprise, droit de vote, etc. Il y a une majorité, même à droite, pour soutenir les thèmes défendus par la gauche. Les 2/3 des électeurs RPR considéreraient comme grave la suppression du droit de grève. Et il y a une majorité, même à gauche, pour défendre les thèmes défendus par la droite. Les 2/3 des communistes sont pour la liberté de fonder une entreprise. Et les 3/4 des ouvriers, électeurs de gauche, réputés donc laïcs, sont pour la liberté du choix de l'école. Gauche et droite se retrouvent sur un autre terrain encore plus significatif. Regardez cette liste. Si le RPR et l'UDF revenaient au pouvoir, il n'existe sur aucun point une majorité pour revenir en arrière, pour annuler les réformes décidées depuis mai 81. Même la dénationalisation, revendication exploitée par l'opposition, ne fait pas recette. Sur aucun point, à une exception près, 56% souhaitent le rétablissement de la peine de mort. Que l'on se réjouisse ou que l'on se désole de telle ou telle réponse, tout cela conduit quand même à une question. Quand ils tiennent des propos de guerre civile,
les hommes politiques se rendent-ils compte à quel point leur langage ne répond pas à ce que l'on attend d'eux? Pourtant, la politique, son langage et ses enjeux ne perdent pas leurs droits. On l'a bien vu cet après-midi à l'Assemblée nationale, où un vif incident a éclaté au cours de l'examen du projet de loi d'assistance aux victimes d'infractions. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, qui exposait son projet, a mis en cause l'ancien garde des Sceaux du général de Gaulle, Jean Foyer, qui lui commentait les propos du président d'une association de magistrats. Monsieur Gomez n'a jamais dit « il faudra nettoyer la chancellerie ». C'est vous qui l'avez dit. Et ajouter, c'est-à-dire enlever le pouvoir à ceux qui l'ont usurpé. Mais ce n'est pas vous que je visais, monsieur le garde des Sceaux. Si vous avez lu l'ensemble de mon propos, c'est une certaine organisation dont je pense d'ailleurs qu'elle a usurpé de votre pouvoir dans bien des cas. Le ton devait monter, plusieurs députés RPR interpellant le garde des Sceaux depuis leur banc. L'organisation de monsieur Foyer. Mais je rends la parole à monsieur... quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit d'un ancien garde des Sceaux qui dit... devant un public important, et c'est reproduit dans le plus grand quotidien du soir, il faut nettoyer la chancellerie. Je lui pose des questions. Pas un de ceux que je viens de nommer n'est en question. Alors, je vais plus loin, monsieur Foyer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour vous, lorsqu'on est magistrat, on ne peut pas avoir une sensibilité de gauche, faute de quoi on serait un mauvais magistrat, monsieur Foyer? Eh bien, bon acte, monsieur Foyer, voilà déjà des progrès. Ou est-ce que vous croyez que pour aimer la justice, il faudrait être de droite, monsieur Foyer? Eh bien, bon acte, au moins nous aurons progressé aujourd'hui. Une fois l'incident clos, les députés ont voté cette loi qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la protection et de l'indemnisation des victimes, de toute victime d'infraction, quelle qu'en soit la nature. En quoi consiste cette nouvelle loi? Patrice Pelé. Premier objectif du projet, permettre à toutes les victimes de bénéficier d'une indemnisation. Même si les auteurs du préjudice sont insolvables ou inconnus, comme par exemple après une disparition volontaire. Toute victime pourra prétendre à une indemnisation si elle a subi des troubles graves dans sa vie de tous les jours. Exemple concret, une jeune femme est agressée chez elle. Elle est défigurée par un coup de couteau. Les auteurs ont pris la fuite. Après l'application du projet de loi, elle pourrait obtenir une indemnisation pour le préjudice grave dont elle subit les conséquences dans sa vie de tous les jours. La deuxième idée du projet concerne l'accélération des procédures juridiques. Les victimes n'attendront plus de longues années avant d'être indemnisées. Pour verser sans attendre de l'argent à leurs clients, les compagnies d'assurance pourront intervenir dans le procès pénal, c'est-à-dire dès la condamnation de l'auteur, pour réclamer le jour même des dommages et intérêts. Plus besoin d'attendre l'audience civile consacrée à l'évaluation des réparations. Le pouvoir du juge d'instruction sera renforcé. Il pourra prononcer des mesures provisoires, surtout financières, contre les inculpés qui renâclent à payer. Par exemple, en faisant bloquer des sommes d'argent sur un compte en banque ou en exigeant le versement rapide d'une pension alimentaire. Une des conséquences les plus importantes de ce projet serait donc de forcer les auteurs de préjudice à payer ce qu'ils doivent aux victimes. Fini le bon temps où les petits malins vidaient leur compte bancaire et dissimulaient leurs biens pour échapper au paiement. Avec les nouvelles dispositions du projet de loi, tous les procédés déloyaux seront désormais tenus en échec. Vague de licenciements dans le groupe Produits Chimiques Ugine Kuhlmann. Sur les 14 000 salariés employés en France, 1200 suppressions d'emplois d'ici la fin 84, près de 800 ensuite d'ici la fin 86. Selon la direction, c'est le prix de la réussite de la restructuration de la chimie française. Vive protestation de la CFDT de Force ouvrière. Un mot du franc, un peu moins bousculé aujourd'hui après 4 rudes journées. Notre devise s'est raffermie vis-à-vis du mark et vis-à-vis du dollar qui a légèrement baissé, cotant 7,36 francs à Paris. Plus question de faire courir aux travailleurs immigrés qui vivent dans des cités de transit du type Pailleron. Plus question de leur faire courir les mêmes risques que ceux qui ont coûté la vie à 2 personnes. Monté, plusieurs députés RPR interpellant le garde des Sceaux depuis leur banc. L'organisation de monsieur Foyer. Mais je rends la parole à monsieur... quelque chose de tout à fait différent. Il s'agit d'un ancien garde des Sceaux qui dit, devant un public important, et c'est reproduit dans le plus grand quotidien du soir, il faut nettoyer la chancellerie. Je lui pose des questions. Pas un de ceux que je viens de nommer n'est en question. Alors, je vais plus loin, monsieur Foyer.
qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour vous, lorsqu'on est magistrat, on ne peut pas avoir une sensibilité de gauche, faute de quoi on serait un mauvais magistrat, monsieur Foyer? Eh bien, donc, monsieur Foyer, voilà déjà des progrès. Ou est-ce que vous croyez que pour aimer la justice, il faudrait être de droite, monsieur Foyer? Eh bien, contact! Au moins nous aurons progressé aujourd'hui. Une fois l'incident clos, les députés ont voté cette loi qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la protection et de l'indemnisation des victimes, de toute victime d'infraction, quelle qu'en soit la nature. En quoi consiste cette nouvelle loi? Patrice Pelé. Premier objectif du projet, permettre à toutes les victimes de bénéficier d'une indemnisation, même si les auteurs du préjudice sont insolvables ou inconnus, comme par exemple après une disparition volontaire. Toute victime pourra prétendre à une indemnisation si elle a subi des troubles graves dans sa vie de tous les jours. Exemple concret, une jeune femme est agressée chez elle. Elle est défigurée par un coup de couteau. Les auteurs ont pris la fuite. Après l'application du projet de loi, elle pourrait obtenir une indemnisation pour le préjudice grave dont elle subit les conséquences dans sa vie de tous les jours. La deuxième idée du projet concerne l'accélération des procédures juridiques. Les victimes n'attendront plus de longues années avant d'être indemnisées. Pour verser sans attendre de l'argent à leurs clients, les compagnies d'assurance pourront intervenir dans le procès pénal, c'est-à-dire dès la condamnation de l'auteur, pour réclamer le jour même des dommages et intérêts. Plus besoin d'attendre l'audience civile consacrée à l'évaluation des réparations. Le pouvoir du juge d'instruction sera renforcé. Il pourra prononcer des mesures provisoires, surtout financières, contre les inculpés qui renâclent à payer. Par exemple, en faisant bloquer des sommes d'argent sur un compte en banque ou en exigeant le versement rapide d'une pension alimentaire. Une des conséquences les plus importantes de ce projet serait donc de forcer les auteurs de préjudice à payer ce qu'ils doivent aux victimes. Fini le bon temps où les petits malins vidaient leurs comptes bancaires et dissimulaient leurs biens pour échapper au paiement. Avec les nouvelles dispositions du projet de loi, tous les procédés déloyaux seront désormais tenus en échec. Vague de licenciements dans le groupe produits chimiques Ugine-Kuhlmann. Sur les 14 000 salariés employés en France, 1200 suppressions d'emplois d'ici la fin 84, près de 800 ensuite d'ici la fin 86. Selon la direction, c'est le prix de la réussite de la restructuration de la chimie française. Vive protestation de la CFDT de Force ouvrière. Un mot du franc, un peu moins bousculé aujourd'hui après 4 rudes journées. Notre devise s'est raffermie vis-à-vis du mark et vis-à-vis du dollar qui a légèrement baissé, cotant 7,36 francs à Paris. Plus question de faire courir aux travailleurs immigrés qui vivent dans des cités de transit du type Payron. Plus question de leur faire courir les mêmes risques que ceux qui ont coûté la vie à 2 personnes le 23 avril dernier lors de l'incendie d'un foyer de la Sonacotra à Colombes. Le secrétaire d'État à la famille, Mme Georgina Dufoy, a annoncé tout à l'heure dans Antenne de Midi sa décision de faire détruire 29 bâtiments. Parmi les cités de transit, il existe 29 bâtiments qui sont franchement dangereux. Preuve, cet accident insupportable qui est arrivé dimanche il y a 15 jours maintenant, enfin le 24 avril, où 2 personnes ont trouvé la mort. Ces 29 bâtiments dangereux, avec le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Roger Quillot, nous avons décidé de les raser. Avant quelle date? Avant l'automne 1983. Enfin, nous avons décidé que les 500 familles qui y vivent seront relogées avant l'automne 1983. Le problème du rasage, ce n'est pas le problème le plus difficile, comme vous le comprendrez. Ces 500 familles seront relogées. Et c'est un énorme problème, et ça n'est pas simple. Qui sont ces familles? Ce sont d'une part des familles de travailleurs français, et d'autre part des familles de travailleurs étrangers ou immigrés. Nous devons les reloger, parce qu'elles ne sont pas dans des conditions satisfaisantes. Il y aura énormément à faire pour reloger ces 500 familles qui attendent depuis des années un toit plus décent et moins dangereux. Il faudra trouver des logements proches de ceux occupés actuellement par ces familles parfois très nombreuses. Or, on ne construit plus de logements HLM F6. La réhabilitation de pavillons peut être une solution envisageable, mais elle est difficile à réaliser. De plus, certaines communes qui jugent, comme celle de Nanterre, avoir atteint des taux d'immigrés très élevés, voudront, à cette occasion, voir reloger une partie de ces populations dans d'autres villes.
À l'étranger, signalons brièvement, pour y revenir plus longuement demain, l'attente au Proche-Orient d'un accord entre Israël et le Liban, un accord mis au point par le secrétaire d'État américain George Shultz, qui est toujours à Jérusalem. Le gouvernement israélien se réunira demain pour décider de sa position définitive. Mais au Liban, différentes tendances opposées à toute solution diplomatique ont réveillé le conflit. Des bombardements ont eu lieu pendant plusieurs heures dans Beyrouth et dans sa région. Bilan provisoire, 4 morts, une vingtaine de blessés. C'est bien connu, en France nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Le groupe Elf Aquitaine vient sans doute de trouver la manière la plus enrichissante de faire disparaître les nappes de pétrole qui polluent les mers, comme c'est encore le cas en ce moment dans le golfe Persique. Il suffit de laisser agir des enzymes gloutons. Patrick Esther. Le centre de recherche d'Elf Aquitaine à l'île d'Ambier. Dans ces bacs pourtant peu spectaculaires, peut être une véritable révolution dans la lutte anti-pollution pétrolière. Des chercheurs du laboratoire de cette compagnie ont eu l'idée dès 1978 d'utiliser des bactéries pour avaler puis digérer littéralement les molécules de pétrole. Ils ont depuis 5 ans étudié de près les comportements des bactéries que l'on trouve naturellement dans l'eau de mer et se sont aperçus que certaines d'entre elles étaient particulièrement sensibles à une sorte d'apéritif composé de phosphore, d'azote et de carbone. En pulvérisant ce mélange jaunâtre sur les nappes de pétrole flottant à la surface de l'eau, on attire irrésistiblement nos bactéries gourmandes. Celles-ci mangent dans un premier temps cette sorte d'apéritif, puis dans un second temps, après s'être multipliées et reproduites à une vitesse incroyable, elles absorbent gloutonnement dans leur élan les molécules de pétrole, laissant derrière elles de l'eau propre, du gaz carbonique et même des protéines qui engraissent les poissons. 4 à 5 jours suffisent pour faire disparaître une petite nappe de pétrole. Dans les mois qui viennent, ce mélange étonnant va être testé en grandeur nature sur la marée noire du golfe Persique. Un réel espoir de sauver les mers malades du pétrole vient de naître. 2 mots de sport, 16e étape du Tour d'Espagne, remportée par l'Espagnol Laguya. Au classement général, Bernard Hinault est toujours 3e ex aequo. Tennis, surprise, en 8e de finale du tournoi de Forest Hill, le Français Henri Lecomte a facilement éliminé Ivan Lendl, pourtant tête de série numéro 1. Les résultats du quartet d'Evry, le 20, l'As, le 12 et le 4. Des rapports importants, vous le voyez, pour 5 francs dans l'ordre, près de 140 000 francs. Dans un ordre différent, un peu moins de 9 000 francs. Et maintenant, parlons du temps demain. Alain Gillot-Pétré. Eh bien, nous parlerons de chaleur, d'une chaleur persistante, nous dit la météo nationale, et elle a raison. Regardez pourquoi sur la photo satellite, c'est assez simple. Il y a cette zone de mauvais temps, mais voilà, elle est bloquée. Elle est bloquée sur l'ouest du pays, et comme les vents vont comme ceci, cela fait remonter sur la France de l'air très chaud venu d'Espagne, dont je vous parlais déjà hier. Vous constatez qu'aujourd'hui, il faisait très beau sur toute la France, sauf quelques petits passages nuageux, comme prévu, sur les côtes de la Manche. Donc, c'est chaud pour demain, mais nous allons à l'orage, c'est fatal, regardez la carte. Cette zone que vous avez vue à l'instant va progresser très lentement vers l'est et intéressera demain surtout le nord-ouest avec quelques petites pluies éparses, des éclaircies et éventuellement des orages. Ailleurs, c'est du grand beau temps après dissipation des brumes, mais fatalement avec les températures des massifs central aux Vosges, il est possible qu'il y ait par-ci par-là quelques orages en soirée. C'est de la convection des cumulonimbus, c'est normal. Les températures maintenant, eh bien il y a encore un petit quelque chose en plus pour demain, vous voyez, on ne se refuse de rien en ce moment, minimum 16 degrés à Brest, maximum toujours 26-27 degrés dans le sud-ouest, 24 à Marseille, 22 en Corse, 20 à Bourges, 22 à Paris, 18 à Lille et 20 à Strasbourg. Ça n'est pas mal. Demain, vendredi 6 mai, 2 minutes de soleil en plus, levé 6h25, couché 21h11 et c'est la Sainte Prudence, qui est la patronne de tous les météorologistes conséquents. Eh bien, tant mieux pour eux. À 23h10, Claude Séraillon vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée avec Laurent Baumel.